aboutir à un rétrécissement des coronaires. La plaque d'athérome, quand elle va se former au fur et à mesure, au moment où le patient ressent un état douleur thoracique, au moment de l'effort, et à l'encore d'effort stable. D'accord? Il y a encore plus dangereux. Donc, si on ne traite pas, ça va s'aggraver. C'est la plaque d'athérome qu'on n'a pas traitée. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? La plaque d'athérome peut se fissurer. Et si la plaque d'athérome se fissure, il y aura libération de substances thrombogènes, d'accord, qui, en contact du sang, va former un caillot sanguin. Le caillot sanguin, qui sera responsable de l'infarctus du myocarde. Donc, si on arrive à la fissuration de la plaque d'athérome, à ce moment-là, on est dans l'engorge d'effort instable. D'accord? Ok, une particularité qui est l'engorge de transmétal, d'accord? Ce n'est pas un engorge dû à une plaque d'athérome. Mais qu'est-ce que la plaque d'athérome? On n'est pas une accumulation de lipides. C'est un engorge spastique. Les coronaires, ce sont des artères qui peuvent se contracter, comme l'on. Donc, l'engorge spastique, on a des artères coronaires qui se rétrécissent, d'accord? Qui sont dues à un vasospasme. D'accord? Donc, l'engorge à l'effort. L'engorge de transmétal, il n'y a pas de formation de plaque d'athérome, c'est un engorge spastique, c'est-à-dire que les artères coronaires, elles vont se contracter jusqu'au point de se boucher. Et la particularité de l'engorge de transmétal, c'est que les douleurs thoraciques peuvent même apparaître au moment du repos. D'accord? Mais c'est une forme particulière d'engorge, ce n'est pas la majorité, c'est on peut dire 5% de toutes les angines de poitrine. Ça vient comme ça survient. D'accord? Qu'il y a des anomalies congénitales des fois. D'accord? Donc il n'y a pas un facteur par rapport à l'accumulation des lipides là. Ça survient. D'accord? Il est rare par rapport à l'athéromate. D'accord? Donc les autres étiologies, donc on a cité les trois principales causes. On a la plaque d'athérome, on a la fissuration de la plaque d'athérome, on a l'engorge spastique. Donc en gros, elle est stable, l'instable ou l'engorge de transmétal. D'accord? Quelles sont les autres causes qui sont en dehors de la formation de la plaque d'athérome et tout? Les anomalies congénitales dans les artères coronaires. D'accord? Une pathologie coronarienne qui l'engorge de transmétal. D'accord? Parce que c'est une anomalie congénitale. Les artérites non athéromateuses, c'est une inflammation des artères coronaires qui peut évoluer vers une angine de poitrine. Il y a certaines chimiothérapies qui sont responsables du rétrécissement des artères coronaires, qui met le 5-fluorouracile. C'est une chimiothérapie anticancéreuse. Les effets indésirables, c'est la sténose des artères coronaires. D'accord? Quand j'utilise le mot sténose, c'est un rétrécissement des diamètres. D'accord? Ok, elle est dans le cadre du cancer. Il y a certains cancers qui met le cancer du sang ou la maladie de Hodgkin, qui est un cancer sanguin, disons. Oui, ça nécessite des radiothérapies. Donc, au long cours, plus tard, plusieurs années ou plusieurs mois après la radiothérapie, on peut observer une sténose des artères coronaires qui va être responsable des angines de poitrine. D'accord? Donc, c'est des causes à part. Mais les principales causes, ce sont les trois que j'ai citées au départ. C'est bon pour le moment? Les causes de l'angine de poitrine? Donc, la principale cause on a dit que c'était l'athérosclérose qui va être responsable d'une diminution des apports en oxygène. D'accord? Parce que les artères coronaires rétrécissent. Donc, on a dit que l'athérome, ou l'athérosclérose, c'est une perte d'élasticité des artères coronaires par accumulation de lipides, les corps gras et surtout le cholestérol. D'accord? Donc là, comme tu vois, le schéma, ça va commencer à s'accumuler au niveau de l'intima. Si on ne traite pas, regardez, le flux sanguin, il va diminuer, et quand le flux sanguin diminue, ça veut dire que les eaux de l'oxygène diminuent. Et là, c'est une coupe frontale. D'accord? Mais je te dis, le diamètre est en train de diminuer. Et je vous ai dit, si on ne traite pas, on a, disons, encore stable. D'accord? Donc, comme l'accumulation. Donc, on dit, je suis en train de parler de vous faciliter tout ce qui est écrit.
l'accumulation de lipides, ça va former une sténose. La sténose va être responsable d'une diminution du flux sanguin. La diminution du flux sanguin, c'est-à-dire que l'oxygène arrive peu au niveau du cœur, et si on ne le traite pas, on va se retrouver vers le syndrome coronarien aigu, ou là qu'on appelle encore instable, et plus grave encore, l'infarctus du myocarde. Là, on a flanc dorsal. Par rapport à l'endroit instable, je vous ai dit, c'est une rupture où on a la fissure de la plaque d'athérome. Donc, si on a une plaque d'athérome qui est sensible, qui n'est pas traitée, elle peut se fissurer, et surtout s'il y a des facteurs de risque à côté, qui a une hypertension artérielle, qui a une crise de nerfs, d'accord? Ça peut donner la fissure de la plaque d'athérome qui va libérer les substances thrombogènes, et si les substances elles rentrent en contact du sang, ça va former un caillot sanguin. D'accord? La formation du caillot sanguin va encore plus réduire l'apport d'oxygène et donner ce que je vous ai dit, le syndrome coronarien aigu, ou qu'on appelle encore instable. D'accord? Donc, généralement, quand on est à ce stade-là, le syndrome coronarien aigu, il est plus ou moins accompagné du vasospasme, d'accord? Si on a athérosclérose plus vasospasme, ce n'est pas l'angor de Prince-Métal. Je vous ai dit l'angor de Prince-Métal, c'est un angor spastique à part, mais qu'un la plaque d'athérome. D'accord? Pour vous fassiez la différence. Donc, le vasospasme, c'est un trouble de la motricité des artères coronaires. En gros, il y a une perte d'élasticité où ils vont carrément se fermer. D'accord? C'est juste pour vous expliquer ce que j'ai dit auparavant. D'accord? Donc, dans 90% des cas, je vous ai dit, la cause athéromateuse est la plus fréquente. Dans 90% des cas, ce phénomène, le vasospasme, il s'observe autour de l'athérosclérose, d'une lésion athéromateuse. Les facteurs de risque de l'angine de poitrine, donc il y a des facteurs sur lesquels on peut agir, donc il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. Donc les facteurs de risque sur lesquels on peut agir, alors vous trouvez, première des choses, le tabac. D'accord? Donc les facteurs de risque non modifiables, vous remarquerez que les hommes sont plus touchés que les femmes. D'accord? La principale cause, c'est le tabac. Donc le tabac est un gros facteur de risque de l'angine de poitrine parce qu'il rétrécit les coronaires, il diminue la couronne d'oxygène. Il faut donc en gros encourager messieurs à arrêter le tabac. On a l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque. Donc plus la pression artérielle dit, plus la post-charge dit. Qui est la post-charge dit, le cœur a encore plus besoin d'oxygène. D'accord? Donc bien les besoins sont là. Il n'a pas besoin en oxygène qui manque une personne qui est normale, mais elle a l'hypertension. D'accord? Donc les personnes qui ont une hypertension artérielle ont un besoin en oxygène qui est encore plus élevé qu'une personne normale. Donc l'hypertension artérielle, les personnes qui ont un taux élevé de cholestérol, l'hypercholestérolémie est un facteur de risque parce que c'est le cholestérol qui va former la plaque d'athérome. Le diabète est un facteur de risque parce que le glucose lui-même peut aggraver l'athérosclérose, où là il peut carrément détruire les artères coronaires, endommager les artères coronaires. On a l'alcool, le manque d'activité physique et l'obésité, bien sûr, parce que la une personne obèse, donc elle a plus tendance à avoir du gras en plus. Donc, c'est les facteurs de risque sur lesquels on peut agir, on peut conseiller. Par contre, les facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas agir, on a le sexe. Je vous ai dit que les hommes sont plus touchés que les femmes. On a l'âge. L'âge de survenue chez un homme est plus bas que l'âge de survenue chez une femme. Les hommes autour de 50 ans, après 50 ans, et les femmes après 60 ans. Et on a bien sûr les antécédents familiaux. En gros, il y a un facteur génétique qui est en jeu. C'est bon? En gros, le résumé de la physiologie. Donc, on a dit, il y a une obstruction des artères coronaires. Dans 95% des cas, c'est une origine athéromateuse. Dans 5% des cas, c'est une origine non athéromateuse. Donc, c'est un angor spastique. Donc, l'obstruction des artères coronaires va enclencher un déséquilibre entre les besoins et les apports. Les apports inoxaux, les besoins isidaux. Quand il y a ce déséquilibre, on observe l'ischémie.
l'ischémie sera responsable de la douleur angineuse. D'accord? La douleur thoracique rétrosternale. Donc, pour en revenir à l'origine athéromateuse, on a dit si la plaque d'athérome elle est stable, on est dans l'encore stable d'effort. Et je vous ai dit, florigine non athéromateuse, ce sont des douleurs thoraciques pendant l'effort. D'accord? Donc, on a un encore stable. Si la plaque d'athérome suffit sur, donc il y a relargage de substances thrombogènes, il y aura formation de caillots sanguins, et là on se retrouve l'engorge instable. L'engorge instable, il pourra se manifester pendant le repos, ou là à un effort moindre. Des fois, le fait de monter 2 étages peut déclencher une crise angineuse d'effort stable. Par contre, il faut l'engorge instable, même un étage, donc un effort moindre, peut déclencher la douleur. Ou là, dans de rares cas, ça peut se déclencher pendant le repos. L'origine non athéromateuse, c'est le spasme, c'est l'engorge de prince métal, et je vous ai dit, c'est une cause très rare, mais disons plus grave, parce que ça peut se manifester pendant le repos. D'accord? Et l'aggravation de terrain, elle est plus rapide. Donc, je vous ai dit, c'est les principales étiologies. Les autres étiologies, je vous les ai mises ici. D'accord? Je vous ai parlé de symphloracile, je vous ai parlé d'anomalies congénitales, comme à la radiothérapie, etc. Et bien sûr, les facteurs de risque vont aggraver ce cas. Et les facteurs de risque, on en a parlé, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le diabète, le tabac, etc. En gros, il résume tout ce que j'ai dit. Ça y est, la physiopathie sera. Le traitement, donc quand on va instaurer les anti-angoraux, l'objectif du traitement, c'est d'essayer de rétablir l'équilibre en augmentant les apports et en diminuant les besoins. Ça va? Très bien. Donc, comment on va essayer d'augmenter les apports? Ça va? Donc, on est ici. On va essayer d'augmenter les apports en améliorant la perfusion coronaire. D'accord? Parce que je vous ai dit, ce sont des coronaires qui nourrissent le cœur. Donc, si on augmente la perfusion coronaire, on va augmenter l'apport d'oxygène. D'accord? Et on va essayer de diminuer la fréquence cardiaque. D'accord? Donc, plus le cœur est au repos, moins il aura besoin d'oxygène. D'accord? Et je vous ai dit de l'autre côté, on va essayer de diminuer la consommation. D'accord? Diminuer les besoins. Donc, pourquoi on va diminuer, par quoi on va diminuer les besoins? On va diminuer les besoins en diminuant la précharge. Parce que je vous ai dit, la précharge, c'est le remplissage. D'accord? Donc, en diminuant le remplissage, le cœur n'aura pas tendance à gonfler pour éjecter. D'accord? Donc, il aura le temps de se remplir en diastole tranquillement. D'accord? Il n'aura pas besoin d'oxygène plus que ça. Donc, elle dit pour diminuer la précharge. On aura besoin de diminuer la post-charge. Il faut diminuer la résistance. Parce que plus la résistance est élevée, plus le cœur fournit d'efforts. Donc, il faut diminuer la précharge et la post-charge. On va essayer de diminuer la fréquence cardiaque et on va essayer de diminuer la contractilité du cœur. En gros, on va essayer de diminuer l'inotropisme. Ça y est, oui. Ouais, parce qu'en diminuant la fréquence cardiaque, le cœur il aura le temps de se remplir. D'accord? Il bat plus lentement, donc il pourra se remplir à l'aise. C'est bon? Donc, en gros, quels les mécanismes d'action? Les traitements, on l'a défini maintenant. D'accord? Bien les effets pharmacodynamiques des traitements qu'on va voir, on l'a défini. Vous allez voir qu'il y a des médicaments qui vont augmenter les apports et diminuer les besoins, qu'il y a des médicaments qui vont seulement diminuer les besoins. Tout dépend de la classe médicamenteuse qu'on va étudier. D'accord? Donc, selon votre connaissance, selon votre connaissance acquise, votre culture générale, quelles sont les classes médicamenteuses? Le tableau, inhibiteur calcique. Pardon? Les vasodilatateurs. Hein? On va plutôt dire anti-agrégant plaquettaire. D'accord? Donc, en gros, on va confirmer à peu près qui fait la rador. D'accord? Donc, quand on a parlé du traitement, bon, ça, le traitement devrait idéalement, dans le meilleur des cas, bien sûr, faire disparaître les douleurs, éviter les récidives, parce que la crise angineuse,
elle a tendance à récidiver si on ne traite pas. D'accord? Donc, éviter l'aggravation et les complications à l'envoi, les mêmes l'infarctus du myocarde et l'insuffisance cardiaque. On va essayer d'éviter tout ça. Parce que si on ne traite pas, je vous ai dit, on va aller vers l'infarctus et on va aller vers l'insuffisance cardiaque. Donc, il faudra éviter les complications. Et bien sûr, faire régresser ou la stabiliser la part d'atteinte. D'accord? Pour qu'elle ne suffise pas. Donc, faire régresser avec les mesures diététiques, les statines, etc. Et faire en sorte qu'elle ne s'aggrave pas, qu'elle ne se fissure pas par les anti-agrégants plaquettaires, etc. Donc, pour le traitement, un non médicamenteux, on a un médicamenteux. Médicamenteux, on va en parler le cheveu. Non médicamenteux, il faudra agir sur quoi? Les facteurs de risque, l'alimentation d'ERLAF, les mesures hygiéno-diététiques. Oui, les mesures hygiéno-diététiques, ça la retient la vie quotidienne. Et quand ce n'est pas médicamenteux, c'est non. Chirurgie. D'accord? Regardez, je vous parle de la chirurgie, vous allez voir parce que ça se fait fréquemment. D'accord? Ce n'est pas une chirurgie exceptionnelle. D'accord? Donc, non médicamenteux, on a dit qu'il faudra corriger les facteurs de risque. Donc, traiter l'hypertension artérielle s'il y en a, traiter l'hypercholestérolémie s'il y en a, traiter le diabète s'il y en a, etc. Donc, elle dit c'est pour traiter les facteurs de risque. On a les règles hygiéno-diététiques, supprimer le tabac, diminuer le sel, diminuer le sucre, faire une activité physique sous surveillance, d'accord? Parce que je vous dis, c'est des douleurs qui surviennent pendant l'effort, donc je dis les marathons, et dire une activité physique douce, disons, comme de la marche. Pas la peine de l'activité physique, il faut qu'il vraiment il sollicite le cœur. D'accord? Donc, diminuer le poids s'il le faut, diminuer l'alcool, etc. Donc, c'est pour les mesures hygiéniques. Ok, l'intervention chirurgicale. Donc, l'intervention chirurgicale, il y a deux types. Il y a le premier type qui est l'angioplastie, ok, et le deuxième type qui est le pontage coronaire. La différence entre l'angioplastie et sur un schéma, c'est la pose d'un stent. On va essayer de poser un stent. Donc, quand on a une artère coronaire qui est bouchée, c'est une intervention qui se fait sous anesthésie locale, pas besoin d'anesthésie générale. Donc, ça se fait par surveillance avec une caméra. C'est l'introduction d'un cathéter, d'accord? Il y a un ballonnet. Donc, vous voyez, le cathéter, il y a la présence d'un ballonnet. D'accord? Donc, là, on est sur la surveillance d'une caméra. Il déroule le cathéter, soit par l'artère fémorale, soit par l'artère radiale. D'accord? Le patient, je vous ai dit, c'est une anesthésie locale. D'accord? Il n'y a pas besoin d'une anesthésie générale. Donc, il prend le cathéter. Alors, il la coronaire qui est bouchée. Qui à ce niveau-là, ils vont lâcher le ballonnet. D'accord? Il va gonfler ou il fait le cathéter. Ou il déroule bien le stent. C'est ça la pose d'un stent. D'accord? C'est une endoprothèse qui se fait sous anesthésie locale. D'accord? Le stent, c'est de maintenir la coronaire là. D'accord? Ben justement, la pose d'un stent, je tiens à le préciser, c'est très important, ne veut pas dire que le patient va arrêter le traitement. Le traitement continue, même après la pose d'un stent. D'accord? Donc, et après, on a le pontage coronarien. Le pontage coronarien, c'est une intervention qui est réalisée par des chirurgiens cardiaques sous anesthésie générale. C'est de créer carrément un système de revascularisation. Oui, là, c'est une indication quand plusieurs artères sont touchées. D'accord? Quand plusieurs coronaires sont bouchés, disons que c'est un peu grave, disons, c'est carrément de créer un système de revascularisation pour éviter justement les coronaires qui sont bouchés. D'accord? Je ne vais pas vous expliquer qui va chez pour laquelle je le sais. D'accord? Vous comprenez le principe, c'est créer une revascularisation. En gros, ils vont contourner, d'accord? Contourner les coronaires qui sont bouchés. D'accord? Ils font une veine maintenant, ils font une artère maintenant, et ils vont les relier pour contourner les artères bouchées. Là, je vous ai dit, on procède au pontage coronarien quand plusieurs coronaires sont touchés. C'est bon?
Donc disons que l'autre, elle est plus légère que l'autre. Le traitement médicamenteux, il y a plusieurs classes. Donc, celui qui a parlé de vasodilatateurs, ça les dérivés nitrés qui sont vasodilatateurs. Il y a les sidonimines, ce sont des vasodilatateurs. Monsieur qui a parlé des bêta-bloquants, les IEC, les inhibiteurs calciques. Bon, les IEC, ce n'est pas dans tous les cas, hein, d'accord? C'est une classe médicamenteuse qui a une indication flancor, mais je suis très courte, d'accord? Les inhibiteurs calciques. On a les activateurs potassiques qui sont vasodilatateurs aussi. On a la myodarone, et là je vais parler de les deux mécanismes. Pardon. On a la triméthazidine, c'est une classe à part, vous allez voir. Et on a les traitements adjuvants, c'est là où on parle des anti-agrégants plaquettaires et des hypocholestérolémies. D'accord? Donc on a les dérivés nitrés. Donc les dérivés nitrés, je suppose que vous avez entendu parler de la trémétrine par rapport à la. D'accord? Donc on va les dérivés nitrés. Les dérivés nitrés, ce sont des molécules qui ont prouvé leur efficacité même les années 50, d'accord? Ça a été utilisé pour la crise angineuse, d'accord? Parce que c'était par voie sublinguale, donc l'effet il disparaît rapidement. Donc elle ne durera que pendant la crise. La métroglycérine. Au fur et à mesure des années, ils ont procédé à des synthèses à partir de la métroglycérine pour formuler des formules galéniques à libération prolongée qui ont une plus longue durée d'action. Donc actuellement, sur le marché, il y a la trénitrine, et bien sûr les dérivés nitriques, il y a une action immédiate, c'est-à-dire qu'on l'utilise d'urgence quand il y a la crise. Ou qu'il y a l'action prolongée qu'on utilise le traitement de fond. Parce que je vous ai dit, l'engort, mais chez tu traites la crise et on bat ça. Non, il faut éviter les récidives. Pour éviter les récidives, il faut prendre un traitement de fond. Ça va? Donc, l'action immédiate à la crise, c'est tout ce qui est solution pour pulvérisation buccale par voie sublinguale, par voie intraveineuse. À libération prolongée, l'action prolongée, ce sont généralement la voie orale, la gélule, le comprimé, s'il y en a. D'accord? Donc, il y a la différence qu'il y a les pages transdermiques, parce que la trénitrine existe autant de pages transdermiques. D'accord? Donc, comment ils agissent, les dérivés nitrés? Donc, comme ça, on l'indique, dérivés nitrés. Donc, un groupe ONO2. D'accord? Donc, en gros, ce sont des donneurs de monoxyde d'azote. Le cours de l'hypertension artérielle, le monoxyde d'azote étant vasodilatateur. Donc les dérivés nitrés vont donner le groupement NO. Comment ça se passe? Donc il y a la nitroglycérine, l'isosorbite, d'accord, ce qui est aussi un dérivé nitré, gagnent le groupement ONO2. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la membrane de l'artère coronaire ou là du vaisseau d'une façon générale, que ce soit veine, artère, d'accord? Non, on est au niveau des vaisseaux. Donc qu'est-ce qui se passe? Le ONO2, il va se fixer à des groupements sulfhydrine, SH, pour créer une réaction d'oxydation. D'accord? Ils vont former des nitrosotioles. Et les nitrosotioles, ils vont donner le NO. Le NO, son mécanisme d'action qui est d'élever la guanine cyclase, donc augmenter le taux de GLP cyclique, va abaisser l'entrée du calcium dans le vaisseau et donc procéder à une relaxation musculaire, à une vasodilatation. Donc, en gros, il y a deux mécanismes d'action. Les dérivés nitrés, le groupement ONO2, il a besoin du groupement sulfhydrine pour s'oxyder en nitrosotioles. Le groupement nitrosotioles voit le donneur de monoxyde d'azote. Quand il y a la formation de monoxyde d'azote, il va activer la guanine cyclase qui va augmenter le GLP cyclique, qui va abaisser le taux intracellulaire tel le calcium, qui va donner une relaxation. C'est bon pour le mécanisme d'action? Très bien. Donc, les conséquences, d'accord? Qu'est-ce qui se passe quand on va libérer le monoxyde d'azote et qu'on va aboutir à la vasodilatation? Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai précisé, ils agissent sur les veines, les artères, les coronaires, ils agissent surtout, d'accord? Sur tout le système vasculaire. Donc, si on a une dilatation au niveau des veines, qu'est-ce qui se passe? خلينا من الفهم ديالها هضريتي على effet pharmacodynamique recherche. Exactement, d'accord?
Si les veines se dilatent, le cœur est en bas, mais avec une facilité. Donc la précharge تهود. D'accord? Donc diminution du remplissage avec force. Donc c'était l'effet vénodilatateur. Si on a la dilatation au niveau des artères, qu'est-ce qui se passe? La post-charge, d'accord? Donc on n'observera pas l'augmentation de la en gros la résistance de l'eau. On a une diminution de la post-charge. Et si on a une dilatation au niveau des coronaires, exactement. L'apport en oxygène au niveau du cœur radisite. En gros, je vous ai dit, il agit au niveau artériel, bon, artériolaire, les petites artères, et au niveau des têtes. Donc, la vasodilatation veineuse va augmenter une diminution du retour veineux. D'accord? En gros, le cœur va se remplir plus facilement, ce qui va diminuer la consommation en oxygène. D'accord? La dilatation au niveau des artères va induire une diminution des résistances périphériques, donc diminution de la post-charge, et l'effet coronaro-dilatateur va augmenter l'apport en oxygène au niveau du cœur. D'accord? Donc, les dérivés nitriques, ils agissent par diminution des besoins et augmentation de l'apport. D'accord? Donc, ils diront les ouches. C'est bon? Par contre, il y a un petit souci avec les dérivés nitriques. On a dit que pour qu'ils donnent le groupement NO, il faut qu'il y ait un groupement SH. D'accord? Le groupement sulfhydryl, il se régénère. Ça y est? Donc, quand un médecin prescrit un dérivé nitré, comme le patient, vous vérifiez l'ordonnance, vérifiez le moment de prise. D'accord? Il a un verre 2 fois par jour, par exemple, il faudrait lui expliquer. Il faudra laisser quand même 8 à 12 heures entre les prises. Pour que le groupement sulfhydryl, il se régénère. D'accord? C'est un petit souci avec les dérivés nitriques. Bon, les effets pharmacodynamiques, on a parlé tout à l'heure, donc on a vasodilatation veineuse, vasodilatation coronaire, vasodilatation artériolaire, et il a une action antispastique aussi au niveau des coronaires qui est en plus. Donc on pourra lui donner flambeur de prince métal. En relaxant le muscle, d'accord, au niveau de la média des coronaires, on observe l'action antispastique. D'accord? Donc on pourra aussi les prescrire flambeur de prince métal. Ce n'est pas seulement pour l'embord athéromate. D'accord? Donc, en gros, il diminue les besoins et augmente les apports. C'est tout ce que j'ai cité précédemment. Donc, remarque, je préfère vous le dire, que les dérivés nitrés à faible dose, ils dilatent plutôt les veines que les artères. D'accord? C'est juste une petite remarque. Et les dérivés nitrés, donc, n'exercent pas d'effet sur le rythme cardiaque. D'accord? Vous avez compris que c'est une action hémodynamique. C'est une action au niveau des vaisseaux. Ce n'est pas une action au niveau du cœur proprement dit. Ce n'est pas une action au niveau du muscle cardiaque. D'accord? Vous fassiez la différence. Donc, les indications, les dérivés nitrés. Donc, par voie sublinguale, c'est un traitement curatif, c'est-à-dire qu'on peut le donner pendant la crise, d'accord? Et préventif. Voie orale, c'est le traitement préventif. La percutanée, c'est en gros en patch, c'est pour le traitement préventif, c'est-à-dire le traitement de fond. La voie intraveineuse, on la préconise surtout le syndrome coronarien aigu, qui est encore instable. On a les spasmes, d'accord, on peut l'utiliser, que ce soit flancor de prince métal, mais les spasmes œsophagiens, on peut utiliser les dérivés nitriques. Les spasmes œsophagiens seront à l'origine d'une douleur au niveau aussi thoracique, mais ce qui n'est pas dû à l'angine de poitrine, qui n'est pas dû à l'ischémie, qui n'est pas dû à une plaque d'athérome, c'est un problème au niveau de l'œsophage. D'accord? Parce qu'on a l'œsophage, il se contracte pour faire pousser la nourriture vers l'estomac. Donc, si on a un problème de spasme œsophagien, on peut donner les dérivés nitriques. D'accord? Parce que je vous ai dit, si on laisse traîner un spasme œsophagien, on fait le reflux, d'accord? On fait les douleurs thoraciques. D'accord? Donc, une petite remarque par rapport à la trinitrée. Les chirurgiens, d'accord? Mais en dehors, que ce soit cardiologue aussi peut faire, parce que l'angioplastie, c'est pas seulement le chirurgien cardiaque qui est là, même un cardiologue qui est là, d'accord? Donc là, c'est très des fois, il se que ce soit surtout l'angioplastie,
d'accord, ou là pour effectuer une coronarographie, d'accord, la coronarographie, c'est l'exploration des artères coronaires pour voir si elles sont bouchées ou non. Donc, les cadres, ils stimulent la trénitrine justement pour faciliter le passage. La trénitrine, je vous ai dit, elle va dilater les artères coronaires. Donc, les cadres, ils stimulent pour les explorations, pas seulement pour le traitement. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais dire, la remarque. Donc, on peut l'utiliser pour lors des manœuvres coronarographiques ou d'angioplastie, d'accord, pour dilater les artères coronaires. Quand il veut placer avec le stent, pour faciliter le passage du cathéter, il met d'eau en amont de la trinité. C'est tout. Très bien. Donc, les effets indésirables, on a regardé tout. Donc, ce sera tous les effets indésirables dus à la vasodilatation. Tout à l'heure, il y a la lipotension orthostatique, d'accord, pas de souci. Donc, c'est un effet indésirable. Normalement, les effets qui sont dus à la vasodilatation. Céphalée. On ne peut pas dire que migraine, c'est la maladie. Céphalée, c'est les douleurs de tête. Les céphalées, l'hypotension. D'accord, donc coucher la notion. En gros, même les effets indésirables, les inhibiteurs calciques qu'on a vu, l'hypertension artérielle. Le flush, l'érythème de la face, les rougeurs au niveau de la face. Donc, ce sont des effets indésirables imputés à la vasodilatation. D'accord? Donc, les céphalées sont plus ou moins fréquentes. D'accord? Donc, mais généralement, il faudra conseiller aux patients de le rassurer pour dire que au fur et à mesure de la prise des dérivés nitriques, les maux de tête vont diminuer. D'accord? Donc, ça diminue avec les doses ou là en cours de traitement. D'accord? L'hypotension orthostatique, elle est rare, mais la sévérité, ça dépend. D'accord? Parce que l'hypotension orthostatique, donc le patient peut ressentir des sensations vertigineuses, des lipothymies, des syncopes. Donc, l'hypothymie, syncope, c'est une hypoperfusion cérébrale, c'est-à-dire un manque d'oxygène au niveau du cœur, cérébral, au niveau du cerveau. D'accord? Donc, l'hypothymie, il n'y a pas la perte de connaissance. Par contre, le syncope, il y a la perte de connaissance. On laisse dire avec l'hypoperfusion cérébrale, c'est à cause de l'hypotension orthostatique. D'accord? Donc, il faudra faire attention. Donc, on a le problème des érythèmes, des rougeurs au niveau de la face, etc. C'est pas l'apparition de elle est rare. Bon, ce sont les symptômes communs. Il y a des symptômes spécifiques. Bon, le nicorandé, vous allez me dire, madame, on l'a pas vu. Vous avez la trinitrine, vous avez la nitroglycérine, isosorbine maintenant. Le nicorandé, c'est quoi? Le nicorandé, c'est un dérivé nitré, mais il appartient à une autre classe. D'accord? Donc, pas de mélange. Mais c'est un dérivé nitré. En gros, on a le groupement ONO2. D'accord? Donc, le nicorandé a un effet indésirable spécifique, il donne des ulcérations au niveau de la bouche. Et qui est aussi un effet indésirable qui est plus ou moins rare. Donc, tu viens. Ok? Donc, les interactions. Bon, en même temps, voilà les dérivés nitrés, parce que je me dis que c'est la première fois que vous voyez cette la classe. D'accord? Donc, transmettez comme tarif, les effets indésirables, le mécanisme d'action, etc. Parce que vous allez voir que les autres classes médicamenteuses, je vais essayer d'aller faire vite. Hein? D'accord? Je suis mal sur les métabolismes, comme je fais nous, les métabolismes, comme je fais nous. Donc, à la base, je temporise, je suis là, les dérivés nitrés. Donc, par rapport aux interactions médicamenteuses, c'est une association contre-indiquée. D'accord? Donc, on ne le donne jamais avec les inhibiteurs des médicaments qui sont inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Parce qu'en gros, ils ont le même mécanisme d'action. Les phosphodiestérases de type 5 vont augmenter le taux de GMP cyclique, qui va encore plus augmenter la dilatation et donc l'hypotension orthostatique. L'hypotension, tout simplement. On va chercher soit orthostatique ou la non orthostatique. Augmente le risque d'hypotension. D'accord? Donc, les associer les deux, c'est avoir des conséquences très graves qui, par exemple, le patient peut entrer en état de choc. D'accord? Carrément, perte de connaissance, syncope, qui peut engager son pronostic vital. D'accord? Donc, par rapport à l'interaction médicamenteuse. Les contre-indications, il y a bien sûr des contre-indications absolues ou il y a une relative. Donc, l'absolu, c'est l'interaction, c'est le fait de les associer avec des inhibiteurs de phosphodiestérase de type 5, qu'il y ait des patients qui souffrent déjà d'hypotension sévère, d'accord? Ok, les patients, justement aussi, ils ont fait des états de choc précédemment. Les états de choc, c'est un abaissement de la pression artérielle jusqu'au point où le sang n'arrive pas vers les tissus, vers les organes, disons, vitaux. D'accord? Donc, le pronostic vital est engagé. Donc, les cas-là, les cas qui sont en relation avec une hypotension sévère, c'est une contre-indication absolue.
absolue. Les contre-indications relatives, on peut retrouver la cardiomyopathie obstructive. Je sais, ce n'est pas des pathologies que vous connaissez, mais je vais essayer de vous l'expliquer plus ou moins facilement. La cardiomyopathie obstructive, comme son nom l'indique, c'est un problème au niveau du myocarde. Le myocarde, il est trop gros, parce que déjà, il y a la cardiomyopathie hypertrophique obstructive. C'est-à-dire le muscle cardiaque est tellement gros, d'accord, que le muscle, il va boucher les artères qui font ressortir le cœur, qui font ressortir le sang, pardon. D'accord? Donc imaginez, on va diminuer le remplissage, on va diminuer la post-charge avec les dérivés nitrés. Donc en gros, si on diminue le remplissage, le ventricule doit radier comme ça. Donc si tu sers le ventricule, le muscle cardiaque, il va prendre le terrain, il va boucher les artères. Donc ça va amener à un arrêt circulatoire qui provoque le décès. Donc on ne donne pas de dérivés nitrés chez un patient qui a une cardiomyopathie obstructive. Ça va? Oui. Qu'est l'hypertension intracrânienne? Donc l'hypertension intracrânienne, vous savez très bien que la boîte crânienne est rigide, d'accord? Je suis extensible, disons. C'est une boîte qui est rigide. Donc chez une personne qui a une hypertension artérielle, donc en gros, que ce soit le sang ou le SCR, il est élevé au niveau du cerveau. Il y a un dérivé nitré qui va provoquer la dilatation des artères cérébrales. Donc, en gros, on va dire le sang. D'accord? On va dire le sang, on va dire encore plus dans la pression artérielle au niveau du cerveau. Donc, ça peut engendrer un engagement du pronostic vital par augmentation encore de la pression intracrânienne. Ok, grossesse allaitement. Donc, la grossesse, vu l'hypotension que peut engendrer les dérivés nitrés, d'accord, la mère peut faire une hypotension qui va être à l'origine d'une hypoperfusion placentaire. Donc, en gros, le fœtus ne reçoit pas le sang oxygéné comme il faut. D'accord? Donc, il faudra éviter les dérivés nitrés de la femme enceinte. Et l'allaitement, parce qu'il suppose qu'il puisse passer dans le lait. Donc, c'est une contre-indication relative. C'est bon pour les contre-indications? Très bien. Une photo. Maintenant, la deuxième classe, d'accord, ça va être plus simple que les dérivés nitrés. La moxidomine, elle fait partie de la classe, comme on dit tout à l'heure avec l'algorithme, c'est les sidonimines. Les sidonimines, en gros, ils chebouent les dérivés nitrés. D'accord? Donc, en gros, le mécanisme d'action, c'est des donneurs de monoxyde d'azote. D'accord? Donc, en gros, ils sont vasodilatateurs. En gros, les sidonimides, la moxidomine, la structure d'accord, mais elle a le groupement ONO2, d'accord, donc elle ne fait pas l'objet de la saturation tel le groupement sulfhydrine. En gros, elle n'a vraiment pas besoin du groupement sulfhydrine. On peut dire que c'est un donneur direct du groupe NO. Donc en gros, très bien. Qui va les dérivés nitrés? Moi, je vois le problème de tolérance. D'accord? Le problème d'échappement thérapeutique n'existe pas avec la moxidomine. Ça y est? C'est bon tout le monde? Donc, les indications, donc, traitement du spasme, c'est la même chose, elle a une action antispastique, elle a un effet coronaro-dilatateur, elle fait partie des traitements préventifs des crises d'angor et elle peut traiter l'angor instable. Donc, généralement, quand il y a une crise angineuse, ce n'est pas une molécule qui est donnée, c'est une association. Nous allons après la stratégie thérapeutique. Donc, c'est juste pour vous expliquer comment est la classe thérapeutique utilisée et quels sont leurs mécanismes d'action. Donc, Aclo, moxidomine, qui fait partie des sidonimines, Chebro, les dérivés nitrés, une seule différence, c'est que l'autre, elle a besoin du groupe sulfhydrine, elle n'a pas besoin. C'est de donneurs directs de N. Ok? Mais ça reste la même chose. Donc, tout ce qui est effet indésirable, contre-indication, c'est la même chose que les dérivés nitrés. Les bêta-bloquants. Donc, les bêta-bloquants, on a dit une hypertension artérielle. Donc, comment ils agissent? D'accord, ça va, oui. D'accord. Donc,
tu bloques le récepteur bêta, donc tu n'enclenches pas la vasodilatation. Attention, le récepteur bêta, tu ne joues pas sur les vaisseaux. Là, on va jouer sur le muscle cardiaque. Comme les dérivés nitrés, je vous ai dit, ils ont une action hémodynamique au niveau des vaisseaux. Ils n'ont pas d'action sur le cœur, que ce soit les dérivés nitrés ou la monocydoline. Les bêta-bloquants, ils ont une action cardiaque, sur le muscle cardiaque. Donc, quand on bloque les récepteurs bêta-1 cardiaques, on observe une diminution de la fréquence, une diminution de la contraction, de la conductibilité. D'accord? Donc, c'est le mécanisme des bêta-bloquants. Donc, en diminuant la fréquence et en diminuant la contraction, d'accord, on va diminuer les besoins en oxygène. D'accord? Donc, le cœur n'aura pas plus besoin d'oxygène. On va diminuer les besoins. On va diminuer la consommation d'oxygène. Ça y est? Allez. D'accord? Donc, c'est l'effet inotrope négatif, l'effet chronotrope négatif, et aussi, en diminuant la contractilité, d'accord, et en diminuant la fréquence cardiaque, on va en gros laisser le temps au sang de circuler au niveau du cœur. Donc, en gros, on augmente aussi les apports, parce que la perfusion coronaire, elle va augmenter. Moins le cœur il va battre, et moins il va se contracter, plus le sang reste au niveau des coronaires, donc l'apport en oxygène va visite. Donc, les bêta-bloquants aussi, ils diminuent les besoins et ils augmentent les apports. D'accord? Donc, c'est ce que je veux dire. Les bêta-bloquants augmentent le rapport de perfusion épicardique endocardique, parce que c'est l'endocarde qui est généralement le plus touché. D'accord? Donc, en augmentant la perfusion, en gros, on va le sang au niveau de l'endocarde. Je suis seulement en train de vous expliquer, mais les apports en oxygène est alors, vu que le cœur bat plus lentement, il ne se contracte pas tellement. D'accord? Il y a l'action des bêta-bloquants. Donc, ils ont une action cardiaque en bloquant les récepteurs bêta. D'accord? Donc, chronotrope, inotrope, battemotrope, d'accord? Pour chiffre négatif. Au niveau des vaisseaux, on va observer une vasoconstriction. D'accord? Parce qu'en bloquant les récepteurs bêta-2 vasculaires, on va laisser les récepteurs alpha libres. Et si les catécholamines agissent sur les récepteurs alpha, ils vont donner une vasoconstriction. D'accord? Au niveau des coronaires, aussi, ils donnent une vasoconstriction. D'accord? Donc, c'est l'addition des effets qui font en sorte que les bêta-bloquants sont contre-indiqués flambeurs de prince métal. D'accord? Les bêta-bloquants sont réservés uniquement pour l'angor d'origine athéromatose. L'origine spastique, à cause de la coronaroconstriction et de la vasoconstriction, ils sont contre-indiqués flambeurs de prince métal. Ça va? Et je vous ai dit, les bêta-bloquants en ralentissant le cœur, ils vont augmenter la perfusion coronaire. Ça va? Très bien. Donc, l'indication mécanique, donc c'est le traitement de l'angor d'effort et c'est le traitement de choix. Généralement, tous les patients qui ont un angor stable d'effort sont sous bêta-bloquants. D'accord? Et les bêta-bloquants ne sont pas utilisés dans l'angor de prince métal à cause de la coronaroconstriction. C'est bon? Donc, on les donne aussi l'infarctus du myocarde qui est une urgence, donc une double par voie IV. Et pour les restes des indications, d'accord, vous allez vous référer au cours de l'hypertension artérielle. Donc, c'est des indications relatives, l'angine de Patry. Donc, tout ce qui est effet indésirable, contre-indication, etc., le cours précédent. D'accord? Regardez par rapport au bêta. Les IEC, donc mécanisme d'Ahmed, on inhibe l'enzyme de conversion, donc on va empêcher la conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2 qui est vasoconstrictrice. Donc, on va observer une vasodilatation. Avec la vasodilatation, va diminuer la résistance périphérique, donc diminuer la post-charge. On va diminuer le travail fourni par le cœur. Donc tout ça va aboutir à une diminution de la consommation. Donc les IEC, ils diminuent les besoins en oxygène. Quoi que je vous ai dit que leur indication, c'est pas guère les encore. Hein. Donc, généralement, flambeurs, les IEC sont toujours associés aux bêta-bloquants, aux inhibiteurs calciques,
à l'aspirine, aux statines, etc. Donc après, on va aller voir la stratégie thérapeutique. Et vous allez constater, la stratégie thérapeutique, il y a les IEC. D'accord? Les IEC, généralement, les cas, les patients qui ont une angine de poitrine avec hypertension artérielle. D'accord? Les IEC. D'accord? Les patients qui ont l'hypertension artérielle, généralement, on va dire bêta-bloquant, inhibiteur calcique, dérivé nitré, aspirine, statine. D'accord? Les IEC, ils se donnent en plus chez les patients qui ont en plus de l'angine de poitrine, une hypertension artérielle. Mais c'est toujours en association. Ça va? Mécanisation B. Okay. Donc tout ce qui est effet indésirable, blablabla, court à l'hypertension artérielle. Il faut tous les inhibiteurs calciques. D'accord? Les inhibiteurs calciques, c'est une classe aussi importante que les bêta-bloquants flanquants. D'accord? Donc les inhibiteurs calciques, dans le mécanisme d'action, c'est une inhibition de l'entrée du calcium dans les muscles, dans les vaisseaux. Donc en gros, on a des inhibiteurs calciques à prédominance vasculaire ou des inhibiteurs calciques à prédominance cardiaque. Comme là, ils ont une prédominance vasculaire. Hein? Vasculaire. Tout ce qui est amlodipine et cardipine, en gros, les dihydropyridines. En gros, on essaie de cocher la révision à l'HTA. D'accord? Ou les endromes à prédominance vasculaire, cardiaque, ou le verapal. D'accord? Ou le diltiazène, il est entre les deux. D'accord? C'est bon? Donc, en gros, comment ils agissent flambeur, minimalisent l'effet anti-emboretard, ils diminuent la consommation en oxygène, d'accord? Parce qu'ils mettent une vasodilatation, d'accord? Donc, suite aux effets, comme l'avantage, c'est les inhibiteurs calciques, d'accord? Parce qu'on a les inhibiteurs calciques à prédominance cardiaque, ils mettent l'effet chronotrope, inotrope négatif, d'accord? Qui m'a les bêta-bloquants. Ok, les inhibiteurs calciques, ils ont une prédominance vasculaire, ils entraînent une vasodilatation qui va diminuer la précharge, donc diminution des besoins en oxygène. D'accord? Augmentation des apports aussi. Donc, idéaux, parlez. On a aussi, qui va les dérivés nitrés, un effet antispastique. C'est la même chose, parce qu'ils entraînent une relaxation musculaire. Donc, nous donnons les trois types d'encore. Athéromateux, on dit stable, instable, ou même flambeur de presse métal, contrairement au bêta-bloquant. Idéaux, légèrement, surtout le diltiazène. D'accord? Légèrement, quelle est la vasodilatation pulmonaire? D'accord? Donc, les molécules existantes, les indications. Donc, longueur stable d'effort, d'accord? Et généralement, je vous ai dit, les patients qui souffrent d'angine de poitrine, c'est une association, donc on les associe au bêta-bloquant pour le traitement prophylactique de longueur d'effort. Longueur spastique, c'est le traitement de choix, d'accord? Parce que c'est une contre-indication au bêta-bloquant. Donc, quand on a un longueur de transmétal, le traitement terrestre, c'est des inhibiteurs calciques associés à autre chose. D'accord? Et bien sûr, la prévention secondaire de l'infarctus du myocarde, on a le traitement de fond. Et une petite parenthèse par rapport à s'il y a une contre-indication au bêta-bloquant, on associe les inhibiteurs calciques à les bêta-bloquants. N'oubliez pas, le courtage HTA, qui est les inhibiteurs calciques à prédominance vasculaire, je vous ai dit, ils mettent donc une vasodilatation qui sera responsable d'une tachycardie réflexe. D'accord? Le cœur, il va essayer de rattraper. D'accord? Donc, pour inhiber la tachycardie réflexe, on les associe à les bêta-bloquants. Je me touche qu'il y a la tachycardie réflexe. Là, je parle des inhibiteurs calciques à prédominance vasculaire. En gros, je parle des dihydropyridines. Maintenant, si on a une contre-indication au bêta-bloquant, on ne pourra pas les associer. Par exemple, maintenant, un patient a une angine de poitrine et il est asthmatique. Vous savez très bien que l'asthme, c'est une contre-indication au bêta-bloquant. D'accord? Donc, à ce moment-là, on ne peut pas donner le bêta-bloquant, on va donner un inhibiteur calcique à action cardiaque. En gros, on va donner le verapamil ou là, le diltiazène. D'accord? Donc, en cas de contre-indication au bêta-bloquant, on ne donne pas les dihydropyridines à une tachycardie réflexe et le cœur n'a pas besoin de ça parce qu'il va encore plus consommer d'oxygène. Il consomme encore de l'oxygène.
on va donner des inhibiteurs classiques à prédominance cardiaque. En gros, le verapamil ou la diazépam, des broham, ils sont bradycardisants. Ça y est, c'est important. D'accord? Donc, on les donne aussi des inhibiteurs classiques d'hypertension, des troubles du rythme, plusieurs indications. D'accord? Donc, les points, je veux que vous les reteniez s'il vous plaît. Comme quoi, c'est le traitement de choix de l'envoi de prince métal, que généralement on les associe aux bêta-bloquants, les hydropyridines à cause de la tachycardie réflexe. Et s'il y a une contre-indication aux bêta-bloquants, c'est les inhibiteurs classiques à prédominance cardiaque. Ça va? Très bien. Le prince métal, les deux, c'est pas un souci. D'accord? Parce que je vous ai dit, même le verapam et le diazépam, même s'ils ont plus une activité cardiaque, une prédominance cardiaque, n'empêche pas qu'un groupe une activité vasculaire. D'accord? Mais de préférence, flambeau spastique, c'est les hydropyridines. Généralement, on va les donner. D'accord? Donc tout ce qui est effet indésirable, machin, c'est pour l'hypertension. D'accord? Alors, le fameux nécorandile. Donc le nécorandile, je vous ai dit, c'est un dérivé nitré, mais il trouve une autre classe. D'accord? Ce sont les activateurs potassiques. Donc en gros, le nécorandile, il a un double mécanisme d'action. D'accord? Regardez sa structure chimique, il a le groupement ONO2. Donc en gros, il aura besoin du groupement sulfhydryl pour donner le monoxyde d'azote, pour l'effet vasodilatateur. Et en même temps, un autre mécanisme d'action, en gros, il active des canaux potassiques. Donc en gros, il va procéder à l'ouverture des canaux potassiques qui va être responsable d'une hyperpolarisation. Ou l'hyperpolarisation, elle va être responsable de la diminution de l'entrée du calcium dans la cellule. Donc en gros, on verra le même effet. Vasodilatation artérielle, coronaire et veineuse. Artérielle et coronaire, on a dit que ça va diminuer la post-charge, ou la veineuse, elle va diminuer la pré-charge. En gros, le chèque, il va diminuer les besoins en oxygène. Ça y est. Le nicorandile, ce n'est pas une molécule sujette à l'échappement thérapeutique. On a quel phénomène de tolérance? Exact. Parce qu'il y a un double mécanisme d'action. D'accord? Donc, il a besoin du SH pour donner le monoxyde d'azote, mais même il interrompt la dépression en groupement sulfhydré, ce n'est pas rassurant, car il a un autre mécanisme d'action. C'est exactement. Donc, à la BIHA, bon, c'est les indications, c'est le traitement préventif de la crise d'angor, isolé, c'est rare, mais c'est isolé, d'accord, c'est généralement en association avec les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques. D'accord? Donc, l'itrol, la thérapeutique anti-angéneuse. Les remarques, donc ça n'existe pas, le phénomène d'échappement à cause du double mécanisme d'action, et à forte dose, il peut diminuer la contractilité du corps. Donc, ce n'est pas un problème plus que ça, il va seulement ralentir encore plus le cœur. D'accord? Il faudra seulement faire attention. Ça va? Donc, les effets secondaires terrestres, ça va rejoindre les effets secondaires à la dérivée nitrique. D'accord? Donc, les céphalées, les hypotensions, la palpitation, le flush. On peut observer des tachycardies réflexes qui disparaissent à forte dose, d'accord? Parce que je vous ai dit à forte dose, diminution de la contraction cardiaque. Donc des vertiges, l'asthénie, et en plus, vous savez comme tout à l'heure, il y a un effet indésirable spécifique ou à l'ulcération buccale. D'accord? Une ulcération buccale. Donc, les interactions et les contre-indications, c'est la même chose que les dérivés nitriques. C'est exactement la même chose. On ne les associe pas avec les inhibiteurs de la phosphodiestérase, on ne les associe pas avec les vasodilatateurs et les hypotenseurs, et on ne va pas associer un dérivé nitrique plus nicorandile plus calcidomide. Il faut choisir واحد فيهم. Parce que quelques grands, ce sont des donneurs de monoxyde d'azote. Parce que si on les associe, on va encore plus observer des contentions qui peuvent donner des tâches. Donc jamais associer dérivé nitré plus nicorandile plus molsidomide, même molsidomide plus dérivé nitré, ça n'existe pas. Il faudra choisir pour le traitement préventif de l'angine de poitrine. D'accord? Quel est le traitement? Oui. Seulement la contractilité. En gros, il a un effet inotrope négatif, mais il faut vraiment qu'il soit dosé. D'accord? Il est plutôt vasodilatateur. Il a un effet hémodynamique. Ok? Donc, les antiarythmiques,
D'accord? Et ce n'est pas tous les anti-arythmiques qu'on utilise sur l'angine de poitrine qui est l'amiodarone. Il faut savoir que l'arythmie cardiaque, c'est une pathologie très, très, très compliquée en cardiologie. D'accord? Eh bien, le programme de la pharmacie clinique. D'accord? C'est une pathologie très compliquée. Même le traitement, déjà, pour comprendre la physiopathologie, تقعد معاها نهار انت تفهم la physiopathologie تاع l'arythmie. D'accord? Mais il y a une classe, les anti-arythmiques, il y a l'amiodarone, اللي عندها une indication flanqueur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'amiodarone, elle a trois effets. Elle a un effet bradycardisant. D'accord? En gros, elle a un effet chronotrope négatif. Elle bloque, je veux dire qu'elle a un effet anti-adrénergique. D'accord? Parce qu'elle bloque partiellement les récepteurs alpha-bêta. Donc, elle a un effet anti-adrénergique. En gros, elle va s'opposer aux pics d'adrénaline qui peuvent survenir pendant le stress, pendant l'effort. D'accord? Parce que quand on stresse, quand il y a un effort, il y a une sécrétion en pic d'adrénaline. Donc, l'amiodarone, elle va s'opposer au stress lié au pic d'adrénaline. D'accord? Par son effet anti-adrénergique. Troisième mécanisme d'action, elle a un pseudo-effet vasodilatateur. Donc, elle a trois effets. Elle a un effet bradycardisant, elle ralentit le cœur. Elle a un effet anti-adrénergique en s'opposant partiellement au récepteur alpha-bêta. Donc, elle s'oppose au stress adrénergique stimulé pendant le stress, pendant l'effort, où il s'en les crises d'angor. Ou elle a un effet vasodilatateur. Donc, ils vont faire en sorte qu'elle peut être utilisée flangée de poitrine. Donc, en gros, il y a l'explication que j'ai essayé de résumer. Donc, elle baisse la fréquence cardiaque, d'accord? Et la particularité de l'amiodarone, elle a un effet chronotrope, j'ai bien dit, elle a un effet bradycardisant. Donc, elle a un effet chronotrope négatif. Mais elle a un effet inotrope négatif. D'accord? Inotrope, ça veut dire c'est la contractilité du corps. Donc, en gros, elle a un effet inotrope neutre. normal. Elle a un effet chronotrope négatif. Elle est bien, l'amiodarone, on peut aussi l'installer l'insuffisance cardiaque. Parce que je vous ai dit, l'insuffisance cardiaque, c'est le cœur irritant. Donc, ça a beaucoup plus de force. Et si on a un effet inotrope négatif, ce n'est pas donc l'insuffisance cardiaque. Donc, elle est bien, l'amiodarone, vu qu'elle a un effet inotrope neutre, normal, on peut l'utiliser l'insuffisance cardiaque, surtout si elle est associée avec une angine de poitrine. Oui, parce que des fois, on a besoin. Parce que je vous ai dit, l'insuffisance cardiaque, c'est un cercle vicieux. D'accord? Et il a besoin de plus de force. Mais en même temps, il faut qu'il se repose. Donc, il a besoin d'une certaine bradycardie. D'accord? Il a besoin de la fréquence, mais l'inotropisme, il n'a pas besoin. D'accord? Donc, des fois, il faut qu'il se repose pour qu'il se contracte. L'insuffisance cardiaque, c'est un cercle vicieux. D'ailleurs, même les bêta-bloquants mettent de l'insuffisance cardiaque. Vous référez à votre cours d'insuffisance cardiaque, tout quand les bêta-bloquants derrière le panel de stratégies thérapeutiques, mais je vois ils sont utilisés avec précaution. D'accord? C'est-à-dire qui manque l'amiodarone. On peut donner l'insuffisance cardiaque, je vous ai dit, si elle est associée avec l'angine de poitrine. D'accord? Par contre, si elle n'est pas associée avec l'angine de poitrine, c'est une autre prise en charge. Ça comme par rapport au mécanisme d'action. D'accord? Donc, tu as l'amiodarone. Elle baisse la fréquence cardiaque, d'accord? Elle antagonise partiellement les récepteurs alpha-bêta, donc un effet anti-adrénergique, et elle provoque une dilatation coronaire, donc augmentation de la perfusion coronaire, donc augmentation des apports. Donc, elle a un effet anti-angoreux qui est retardé, d'accord? Il apparaît lentement, mais qui est assez puissant. Par contre, l'amiodarone, je vous ai dit, نستعملوها flambeur stable en présence d'insuffisance cardiaque. Par contre, ce n'est pas le traitement de premier choix parce qu'elle a beaucoup d'effets indésirables. Les effets indésirables, d'ailleurs, je vous les ai mis. Les effets secondaires, c'est une molécule iodée. Donc, elle donne des troubles thyroïdiens, généralement une hyperthyroïdie, parfois des hypothyroïdies. En gros, elle donne des troubles thyroïdiens. Donc, elle est bien, je vous ai dit, c'est une molécule à manier vraiment avec précaution. Elle donne des troubles hépatiques. Elle donne des troubles neurologiques. Elle est photosensibilisante. Elle donne des dépôts
cornéen, au niveau des yeux. Donc, je vous ai dit, c'est vraiment une molécule qu'on laisse vraiment en dernier recours. Et on la donne dans une de poitrine si elle est associée à l'insuffisance cardiaque. Ça. Les contre-indications, donc, elle est photosensibilisante, donc il ne faut pas s'exposer au soleil. Si on a une allergie à l'iode, ce n'est pas la peine. Une bradycardie sinusale excessive, c'est une contre-indication parce qu'il y a les bradycardisantes, d'accord? Les blocs auriculo-ventriculaires aussi à cause de la bradycardie, ça veut dire qu'il y a des inhibiteurs classiques à activité cardiaque, qui m'a dérapamine, on ne les donne pas, le bloc auriculo-ventriculaire à cause de la bradycardie, d'accord? Les dystéroïdies et la grossesse et la maladie. Donc vous voyez, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'effets indésirables, et ce n'est pas des effets indésirables légers, d'accord? C'est des effets indésirables plus ou moins dangereux, disons. Elle est vraiment laissée au dernier recours. Généralement, la principale indication à la myodarone, c'est les arythmies. En anglais, c'est les anti-arythmiques. Et la molécule qu'on peut utiliser Flongor dans des cas particuliers et en dernier recours, on peut le faire avec la myodarone. Ça? Les yeux. Sur les yeux, oui. Des taches, bon, je ne vais pas te dire exactement ce que c'est, l'ophtalmo, je ne sais pas. Mais en gros, au niveau de la cornée de l'œil, il y a des résidus. D'accord? Elle va être responsable du dépôt de résidus au niveau de la cornée. D'accord? Donc, les interactions médicamenteuses, donc elle est déconseillée avec les bêta-bloquants, elle gèle la bradycardie, d'accord? Elle est déconseillée avec dithiazème, verapamil à cause de la bradycardie, et le psoralène parce que aussi c'est des photosensibilisateurs. D'accord? Donc, un risque pour la peau. Les contre-indications, les interactions contre-indiquées totalement, on ne les donne pas avec des médicaments qui entraînent des torsades de pointe. D'accord? Donc, certains médicaments qui donnent des arythmies, sachant que Broha, c'est un traitement anti-arythmique, et même pour l'arythmie, c'est très très compliqué. Des fois, on les associe parce que c'est une contre-indication absolue avec certains médicaments qui aggravent les torsades de pointe. Ou là, le sotalol, qui est un bêta-bloquant anti-arythmique. Le sotalol, il fait partie de la classe des bêta-bloquants parce qu'il met de l'hypertension artérielle. D'accord? C'est un bêta-bloquant qu'on donne l'arythmie. D'accord? Mais on ne l'associe pas avec la myodarone. Alors, pour revenir aux bêta-bloquants, j'ai juste oublié tout à l'heure de vous dire quand on est passé par les bêta-bloquants, généralement, dans la majorité des cas, les cardiologues, quand ils ont une angine de poitrine, ils vont donner des bêta-1 sélectifs. C'est tout à fait normal. Donc, on va éviter les récepteurs bêta-2, les vaisseaux et bronchiques. Donc, le cardiologue va préférer les bêta-1 cardiaques, qui m'a le bisoprolol, qui m'a l'aténolol, d'accord, ou le métoprolol. Donc, les 3 bêta-bloquants favoriser l'angine de poitrine, d'accord, pour éviter le blocage des récepteurs bêta-2 bronchiques et vasculaires. Ça va? Et enfin, la dernière molécule, chocaïtine, il n'y a pas une classe médicamenteuse. Donc, il vraiment bizarre. D'accord? La triméthazidine, donc, c'est un médicament qui n'a pas une action sur les vaisseaux, d'accord? Et qui n'a pas une action sur le cœur, proprement dit. D'accord? Donc, c'est un mécanisme à part. Il fait partie de la classe des anti-ischémiques métaboliques. Je vais essayer de vous expliquer d'une manière simple. Alors, pendant l'ischémie, le myocarde, il va oxyder les acides gras. D'accord? Il va procéder à la bêta-oxydation des acides gras. L'oxydation des acides gras, elle a besoin d'énergie. Or, à l'ischémie, il n'y a pas assez d'énergie. En gros, le triméthazidine chélienne, il va inhiber l'oxydation des acides gras, d'accord, et augmenter l'oxydation du glucose. On est vraiment au niveau de la cellule myocardique. D'accord, petit. Hein. Donc, on est à l'intérieur de la cellule myocardique. La triméthazidine va inhiber l'oxydation des acides gras et augmenter l'oxydation du glucose. Quand on va augmenter l'oxydation du glucose, on va produire plus d'ATP pour moins d'oxygène. Parce que je vous ai dit, les acides gras, ça a besoin d'oxygène. Donc, en diminuant leur oxydation, on va augmenter la réserve énergétique et on va augmenter la réserve énergétique en diminuant les besoins en oxygène. D'accord? Donc, à l'EPH, j'ai dit,
il fait partie de la classe des anti-ischémiques métaboliques. En gros, il augmente la réserve énergétique coronarienne en diminuant l'oxydation des acides gras. Parce que c'est l'oxydation des acides gras qui va encore plus puiser dans l'énergie du myocarde. Donc, si on inhibe l'oxydation, la réserve énergétique va détruire. OK? Donc, augmente la réserve énergétique coronaire ou du myocarde, limite les coûts tensionnels liés à l'effort, mais bon, ce n'est pas vraiment important. Je veux seulement que vous reteniez que la triméthazidine, c'est un anti-ischémique métabolique, il augmente la réserve énergétique. D'accord? Donc, quand tu augmentes la réserve énergétique, en gros, il produit plus d'ATP pour moins d'oxygène. Il n'a pas besoin d'oxygène plus que ça. Elle est bien. Et en gros, il diminue la fréquence des crises angineuses. Le mécanisme par contre, ce n'est pas une molécule qu'on utilise fréquemment, d'accord? Parce que vraiment un impact tel type, d'accord? Parce que, disons que ce n'est pas en augmentant la réserve énergétique qu'on va pallier l'angine de poitrine. Il en faut beaucoup plus. Il faut vraiment toucher le cœur et les vaisseaux, d'accord? Pas seulement la cellule myocardique, la réserve énergétique. Donc, à la l'indication, il est utilisé en seconde intention et toujours en association, d'accord? Comme traitement symptomatique des patients souffrant de l'angine de poitrine stable, qui sont mal contrôlés ou là qui n'ont pas supporté d'autres traitements. En gros, vraiment, il reste un dernier recours qui est l'amiodarone. L'amiodarone à cause des effets indésirables, la triméthazidine à cause de l'effet, du moindre effet que les autres. D'accord? Parce qu'on a la triméthazidine n'a pas beaucoup d'effets indésirables. Donc, les traitements adjuvants, d'accord? Les traitements adjuvants, je vous ai dit, c'est tout ce qui est à côté. Donc, je vous ai dit, l'angine de poitrine, c'est une pathologie athéromateuse. Donc, on a une plaque d'athérome, donc accumulation de lipides. Donc, il faudra lutter contre ces lipides. Par quoi? Les statines, d'accord? Avec des un cours par la suite, tu as les hypocholestérolémiens. Donc, je n'ai rien détaillé. Je dis simplement que les hypocholestérolémiens définissent la stratégie thérapeutique anti-angéneuse où ils ont montré le plus d'efficacité, qu'il y a la rosuvastatine qui n'est pas citée ici, qu'il y a la simvastatine, la pravastatine et la torvastatine. Donc, si on a un patient qui est intolérant aux statines, on peut donner les fibrates. Le cours, les hypocholestérolémies. Je ne vais pas les détailler tout de suite. Et bien sûr, quand il y a une plaque d'athérome, on a toujours peur qu'elle se fissure et qu'elle libère les agents agrégoplaquettaires. Donc, les BIHA, on donne toujours des anticoagulants ou là des anti-agrégoplaquettaires. Et bien sûr, le plus connu, l'aspirine à 100. D'accord? Donc, l'aspirine à 100, c'est la plus utilisée. Elle est capable de réduire jusqu'à 50% le risque. D'accord? Donc, la BIHA, elle est toujours derrière la thérapeutique anti-angéneuse par précaution. D'accord? Si le patient est intolérant à l'aspirine, on donne le Plavix, qui est le clopidogrel à raison d'un comprimé par jour, 75 mg. D'accord? Ou bien sûr l'héparine, qui sont des ce sont des anti-agrégants. L'aspirine et le clopidogrel sont des anti-agrégants. L'héparine, c'est un anticoagulant, donc c'est encore plus fort. Donc les héparines, que ce soit sous l'héparine non fractionnée ou là, les HPPM, normalement, on va le cours prochain si je ne me trompe pas. D'accord? Parce que un cours de la pharmacie clinique en cardiologie, oui, vous allez voir les anticoagulants, certaines classes, etc. D'accord? Donc, les héparines, que ce soit HNF ou la HBPM, on peut les donner pour la prévention tel l'angor, quoique l'aspirine reste la plus prescrite. Ça va? Donc, il y a les traitements adjuvants. On a les hypocholestérolémiens et les anti-agrégants. Définir la thérapeutique anti-angéneuse de base. Ça va? Très bien. Donc, sur la stratégie thérapeutique, c'est quoi l'objectif du traitement? D'accord? Non. Quel est le traitement qu'on va donner aux patients? C'est pour un double objectif. Un objectif symptomatique. Donc, c'est pour soulager les douleurs, soulager le ventricule, soulager le cœur. On va limiter l'ischémie. C'est un objectif symptomatique. Okay? L'objectif pronostic, c'est pour éviter les complications, que ce soit l'infarctus, que ce soit le décès. D'accord? Non, c'est l'objectif pronostic. D'accord? Donc, la stratégie thérapeutique, qu'est-ce qu'elle comporte? Donc, on va lutter contre les facteurs de risque et des doublants. D'accord? C'est la première chose à faire. Donc, lutter contre les facteurs de risque, application des mesures hygiéniques,
Deuxièmement, traiter la crise, parce que la crise, après, il faut donner le traitement. C'est-à-dire qu'il y a l'asthme. Il y a la crise d'âme et il faut un traitement de fond. Donc, traitement de la crise angéneuse, donc il faut arrêter l'effort. Donc, si avec le patient, il avait l'habitude de faire du sport régulièrement, il faudra diminuer l'effort. Donc, le traitement repose sur l'arrêt de l'effort et la prise d'un dérivé nitré par voie sublinguale. Ça, c'est pour la crise. Ou le traitement de fond, donc, ce sont les anti-angéneux, les classes qu'on a vues. Donc, après, on va citer normalement les classes qu'on va utiliser. D'accord? Les anti-angéneux, les anti-agrégants ou les statines. D'accord? Donc, généralement, les anti-agrégants, une faible dose d'aspirine entre 100 et 300 suffit. S'il y a une intolérance, on passe au Plavix. C'est bon? Donc, Rana, le cas d'un angor stable. Parce que je vous dis qu'il y a une piaga, qu'il y a une angor stable, qu'il y a une instable ou qu'il y a une transmétale. Donc, comment on va les traiter? Si on a un angor stable, le traitement de choix, c'est les bêta-bloquants. D'accord? Bêta-bloquants en association par la suite. Ça, on a eu le bêta-bloquants, mais généralement, ils instaurent une thérapie combinée de base. D'accord? Jamais me radicale de bêta-bloquants, ouais. Sauf chez les sujets vraiment âgés. D'accord? Au milieu de l'hanche, par exemple, ce que je vous ai dit, généralement, ils donnent les bêta 1 sélectifs et ils donnent les bêta à 5 mg, un comprimé. Mais chez les personnes âgées, mais ils donnent le comprimé entier. Ils donnent d'accord? Donc, de toute façon, les bêta-bloquants, c'est le traitement médicamenteux de référence. Ils sont contre-indiqués que l'insuffisance cardiaque mal contrôlée. Je vous ai dit, les bêta-bloquants font partie du panel de traitement de l'insuffisance cardiaque, mais c'est mal contrôlé. D'accord? Quand c'est